Bonjour, vous êtes à Causons Affaires, le rendez-vous des entrepreneurs en quête d'informations et d'astuces pour la gestion de leur entreprise. Aujourd'hui, nous recevons l'entrepreneur Mme Evelyne Aonon de l'entreprise Saveurs Métis. Bienvenue à Causons Affaires. Mon nom est Josette Garot et je serai accompagnée de ma co-animatrice Jaëlle Lisée. Bonjour Jaëlle. Bonjour Josette. Bonjour Evelyne et bienvenue à Causons Affaires. Bonjour à vous et merci de nous avoir invités. Evelyne, tu es fondatrice de l'entreprise Saveurs Métis et tu as également conçu la marque Evivi. C'est une marque de produits africains mais qui est fabriquée au Québec. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton entreprise et quels sont les produits en fait que tu as développés? Alors, je vais déjà rectifier quelque chose. Je suis cofondatrice de l'entreprise Saveurs Métis. Alors, généralement, on dit derrière un homme, il y a une femme. Okay. Donc, chez nous, c'est derrière une femme, il y a un homme. Alors, c'est bon. Alors, donc, je parle de mon mari, donc, qui lui est enseignant, donc il enseigne la physique au Cégep Marie-Victorin, mais qui est derrière moi et qui me conseille dans tout ce que je fais. Donc, l'entreprise, nous l'avons à part égale. Donc, nous travaillons de concert, même s'il n'est jamais visible, si on peut le dire, il est quand même derrière moi, donc il est dans l'ombre, il travaille beaucoup plus dans l'ombre. Donc voilà déjà quelque chose un point éclairci. L'entreprise est née d'un désir, le désir d'apporter de nouvelles saveurs sur notre terre d'accueil. Donc je ne suis pas, quand on est venu dans ce pays en 2008, je n'avais pas du tout l'idée d'avoir une entreprise. Donc l'entreprise s'est imposée à moi. Je dirais par hasard, je suis devenue entrepreneur. C'est vrai qu'en Afrique, j'avais déjà un restaurant donc, que j'ai tenu pendant quelques années avant d'aller habiter ailleurs. Et quand je suis venue ici, mon rêve, c'était de devenir un grand cuisinier. Donc, justement parce que c'est à cause de la passion que je suis devenue restauratrice en Afrique. Et en tant qu'autodidacte, donc j'ai tout appris par moi-même et aussi de par l'enseignement de nos grands-mères, de nos tantes et de nos mamans. Mais quand je suis venue ici, mon rêve, c'était vraiment de rentrer dans une école hôtelière et d'apprendre enfin tout ce que je n'avais pas pu apprendre chez moi en Afrique. Alors, j'ai commencé très bas, donc j'ai commencé par une formation en tant qu'aide cuisinière. Et les professeurs m'avaient conseillé justement de poursuivre les études. Je suis rentrée faire donc l'école de cuisine et l'école hôtelière Calissa-la-Vallée. Donc je suis sortie en tant que cuisinière professionnelle. J'ai travaillé dans le métier et c'est en travaillant dans diverses maisons de cuisine que j'ai justement réalisé qu'il y avait, n'est-ce pas, un potentiel à ce que nous développions une gamme de produits ou que nous proposons de nouvelles saveurs. Donc l'idée de départ, c'était de fabriquer de petits pains à base de farine de riz qui était assez difficile quand même à trouver ici. La qualité posait aussi un problème. Donc je me suis heurtée à un défi, développer ce produit. Ce que je faisais les yeux fermés chez moi en Afrique était devenu un casse-tête. Alors, pour vous dire, de 2008 ou 2009 jusqu'en 2016, je travaillais dans le métier, mais parallèlement, je n'avais de cesse que de résoudre l'équation. Pour moi, vous teniez absolument à faire ces petits pains-là? Oui, parce que c'est aussi bizarre que cela puisse paraître, je ne comprenais pas pourquoi ça me résistait, pourquoi je n'arrivais pas à le réaliser. C'est vrai que les ingrédients entrent beaucoup en compte, le climat aussi entre beaucoup en compte et la façon de le faire, c'est que nous avons des équipements en Afrique qu'on n'a pas nécessairement ici parce que comment je vais dire, la façon de cuisiner, de faire les choses sont complètement différentes. Donc, un matin, on a trouvé la solution, on a pu réaliser ces petits pains et j'en ai développé 2 autres saveurs à l'instar de la saveur traditionnelle qu'on trouve en Afrique. Alors, un plan d'affaires s'imposait
Donc, devenir entrepreneur, il faut faire un plan d'affaires. Avant de faire le plan d'affaires, je suis rentrée justement faire un ASP en lancement d'entreprise. OK. Il est important quand même de savoir où on s'en va. On a une idée, c'est beau d'avoir une idée, mais comment est-ce qu'on le fait? Les réalités ne sont pas du tout les mêmes de l'Afrique, en Amérique du Nord. On parle de deux mondes diamétralement opposés. Donc, il faut apprendre. Il faut savoir comment est-ce qu'on fait les choses ici. Alors, ça prenait, pour moi, c'était l'évidence. Alors, j'ai été faire un ASP en lancement d'entreprise. J'ai pu faire un plan d'affaires, un premier plan d'affaires qui, je vais dire, on en a changé de plan d'affaires parce que l'idée est là, mais le modèle d'affaires posait problème. Alors, j'ai un projet, le produit est prêt, j'ai un plan d'affaires, mais est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que mon idée de départ, je vais pouvoir atteindre le monde comme je le pense? Alors, de modèle d'affaires en modèle d'affaires, je portais mon projet, je faisais lire mon plan d'affaires, je demandais conseil. Quelque chose qui n'est pas, c'est pas évident nécessairement. Et à un moment donné, on s'est dit, tiens, on va ouvrir une rôtisserie. Alors, j'ai fait... À quel endroit, la rôtisserie? Alors, moi, on a habité 5 ans à Montréal avant de déménager dans la Lanaudière. Okay. Donc, aujourd'hui, je suis lanaudoise, si je peux me permettre. Alors, l'idée, c'était d'ouvrir une rôtisserie dans la Lanaudière. On a fait venir de l'Espagne une rôtissoire. Et c'était là, donc, alors, il faut y aller. J'ai déposé mon plan d'affaires chez mon comptable. Donc, il me dit non. Oh. Alors, un non, alors pourquoi? Mais parce que c'est beau le plan d'affaires, mais il te faudrait de l'argent pour tenir les 4-5 premières années. Ça, c'est un fait. Dans la restauration, il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup de faillites. Et ton plan d'affaires, tu le dis dans ton plan d'affaires. Troisième chose qui aussi fera que tu pourrais justement ne pas aller au bout, c'est que tu es en région. Et en région, c'est difficile de proposer de nouvelles saveurs pour que les gens puissent embarquer d'un coup. Ils sont beaucoup plus traditionnels. Donc, tu vas avoir à travailler très dur. Tu vas avoir à former aussi des gens pour qu'ils puissent travailler pour de nouvelles matières, de nouveaux produits, de nouvelles recettes. Alors, tu me dis tout simplement, Evelyne, il vaudrait mieux que tu ailles travailler pour quelqu'un d'autre, gagner ton 12 $ de l'heure, tu auras au moins de l'argent qui va rentrer dans tes poches. Alors, je ne l'ai pas nécessairement bien pris parce que je me dis, oh, c'est un rêve qui s'effondre, c'est c'est un comptable qui a regardé le plan d'affaires qui dit, tu n'iras pas loin. Alors, c'est pas un entrepreneur dans le fond. Ça m'a pris, c'est pas un entrepreneur, mais en même temps, c'est un spécialiste aussi, quelque part, qui connaît à la limite plus la réalité que moi. Alors, ça m'a pris un temps de réflexion, me dire justement qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Je me suis approchée du CELDEM, donc le Centre de développement l'île des Moulins. Eux non plus n'avaient pas trouvé nécessairement le projet très attrayant. Moi, j'y croyais, mais je me suis dit c'est la façon probablement il y a quelque chose qui clochait. Il faut trouver justement qu'est-ce qui n'allait pas. Alors, j'ai décidé de faire une étude du marché à chaud. OK. Sur le terrain? Sur le terrain. Alors, en 2016, j'ai porté mes petits pains sur le marché juste pour savoir ce que les consommateurs en pensent. C'est qui à cette époque, c'est qui votre clientèle cible en fait? Ma clientèle cible, je dirais au départ, c'était, au premier abord, on pourrait dire, oh, c'est un produit qui est conçu pour les Africains, pour les communautés. Non, moi j'étais dans la Lanaudière pour vous dire que les minorités visibles ne couraient pas les rues, mais dans ma tête, ce n'était pas nécessairement pour les Africains. Mon projet, c'est pour les consommateurs, peu importe d'où ils viennent. Alors je suis allée au marché moulinois, Terrebonne et Mascouche. J'ai fait tout l'été à proposer mes petits pains. Et la veille, j'avais fait des petites sauces sur les conseils de mes enfants.
fait des petites sauces pour emmener au marché. Et les petites sauces ont volé la vedette au ticket. C'est plus populaire. Alors, c'est très intéressant. On va prendre une pause. Prendre une pause. La Oui. suite de cette entrevue après. Nous sommes de retour avec Madame Aounon de l'entreprise Saveurs Métis. Vous nous disiez en première partie que c'est les sauces que vous avez fait et les condiments qui ont volé la vedette. J'ai vu votre site web, il est très beau, l'identité visuelle, elle est superbe. Comment vous faites connaître vos produits, ces sauces et ces condiments? C'est quoi votre stratégie marketing? Alors, sans dévoiler nécessairement toute on veut la un peu stratégie, oui. Alors, nous avons commencé par des stratégies marketing traditionnelles. Donc, comme je le disais, aller à la rencontre des consommateurs, faire de la dégustation, faire connaître, n'est-ce pas, ces nouvelles saveurs qui sont entrées au Québec. Et mis à part ça, nous sommes aussi sur le web. Donc, nous avons une page Facebook qui apporte aussi de la visibilité quand même à l'entreprise. Alors, nos consommateurs peuvent interagir quand nous allons faire des dégustations, quand nous allons participer à des foires, à des événements culinaires ou agroalimentaires. Nous l'annonçons. Alors, les clients viennent nous voir. En fait, ça permet de véhiculer, de drainer du monde et en même temps, ça permet à ce que les consommateurs adhèrent à la marque parce que c'est une marque de commerce qui a été créée. Et, donc, la marque Evivi. La marque Evivi qui signifie délicieux, aussi bien en mina qu'en fond. Donc, ma langue maternelle et la langue de mon mari, le Togo et le Bénin. Donc, Evivi s'est imposé à nous parce que quand les consommateurs goûtaient le produit, c'était « mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et c'est bon. Alors, pour sortir la marque, c'était le seul mot que nous, on a trouvé. C'est une très bonne idée. Alors donc, aller à la rencontre des consommateurs, on a fait les marchés publics, on a fait des événements. Pour nous, c'était la façon qu'on a trouvée, n'est-ce pas, pour porter les saveurs plus loin et les réseaux sociaux. Donc, pour le moment, nous sommes sur Facebook. Nous avons un site Internet. Le site Internet permet aux consommateurs d'aller découvrir les produits. Tout à fait. Vous mettez des idées de recettes, ce que je trouve brillant. Et très alléchant aussi lorsqu'on voit les photos. Ouais. Merci. Le consommateur a un produit en main, un nouveau produit. La plupart du temps, il l'a goûté dans tel événement, ça lui a plu, il l'a acheté. Mais qu'est-ce qu'il va en faire après? Des fois, c'est sur l'émotion que le client il achète un produit, mais quand il rentre chez lui, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Vous lui donnez des recettes. Alors, pour des comment idées, apprêter. Exactement. Donc, nous avons eu le bonheur de rencontrer la chef Mélanie Marchand qui a créé des recettes autour de nos produits. Donc, des recettes québécoises qui ont été travaillées avec nos produits. Et le regard africain, qui est mon regard à moi sur le site, donne des idées, des petites recettes africaines pour apprêter, n'est-ce pas, utiliser nos sauces pour apprêter des repas. Donc, le client a besoin de ça pour travailler le produit. Et un fil conducteur, pour nous, c'est un fil conducteur pour aller travailler aussi bien nos recettes que des recettes d'ici. On peut mettre nos sauces, nos pestos et condiments n'importe où. On l'utilise, pour moi, c'est à l'infini. On comprend mieux le nom Saveurs Métis. Oui, tout à fait. C'est très pertinent. Vous nous parlez de vos produits, de vos sauces qui semblent être quand même très savoureuses, mais où est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce que vous avez différents points de vente? Nous avons des points de vente. Au départ, oui, c'était les consommateurs qui venaient directement à nous. Quand on a fini ce passage, pour nous, c'était un passage obligé. Alors, on a ciblé les épiceries fines parce que la première clientèle, c'est les épicuriens. C'est ceux qui aiment découvrir de nouvelles saveurs, ceux qui veulent goûter, ceux qui à la limite, savent ce que c'est le goût, qui veulent découvrir de nouvelles choses. Deuxième clientèle, c'est beaucoup plus ceux qui ont envie d'un produit naturel, fait avec des ingrédients simples.
sans additifs, sans ajout de conservateurs ou quoi que ce soit. Et aussi ceux qui sont conscients que l'agriculture de proximité, c'est quelque chose qui est important pour avoir un produit aussi de qualité. On parle de traçabilité aussi qui suit derrière tout ce processus. Donc, voilà un peu la clientèle qu'on a ciblée au départ. Alors, où les trouver? La première idée pour nous, c'est dans les épiceries spécialisées. Ils vont chiner, ils vont chercher de petites choses, des petits bonheurs, comme ils le disent. On parlait d'épiceries spécialisées, exemple, ça pourrait être... On va parler d'un magasin de produits naturels. Le premier magasin dans lequel nous sommes rentrés, c'est à Mascouche, un monde à vie. Donc voilà un magasin qui a accueilli nos produits, la propriétaire a cru en nous, a vu les potentialités aussi de ce produit et nous a donné notre chance pour rentrer en épicerie. Donc dans cette épicerie, on trouve aussi bien des produits biologiques, des produits naturels, beaucoup de produits québécois, comme les produits sont fabriqués ici. Donc voilà un peu la façon dont on a ciblé nos premières épiceries, donc rentrer dans des épiceries spécialisées. Donc que ce soit une fromagerie, que ce soit une poissonnerie, une boucherie et autres, donc on cible un peu des épiceries comme ça. Aujourd'hui, nous faisons notre entrée dans les épiceries Métro et IGA. Donc, c'est bien. J'allais vous poser la question, quelle est la prochaine étape au niveau de votre croissance? Donc, les épiceries de plus grande surface, IGA et Métro, c'est la suite normale? C'est une suite logique pour nous parce que pour faire adhérer plus de gens, plus de consommateurs à la marque, aux produits, pour atteindre plus de consommateurs, on n'a pas le choix que de passer par les grandes épiceries. Donc, nous avons fait notre entrée dans les métros indépendants parce qu'on regarde d'un œil la maison mère, mais il faut apprendre à marcher quand un enfant vient au monde. C'est des étapes. Donc, nous sommes rentrés dans quelques épiceries métro indépendants et notre premier IGA aussi. Donc, c'est une victoire à la fois, un pas à la fois qu'on fait, on se dit, bon, il y a un but, c'est le court, le moyen, le long terme. Donc, c'est un travail de longue haleine quand même. Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut y aller aussi avec sa capacité de production. Parce qu'on commence tout petit, puis on grandit. Donc, on ajuste aussi la production et aussi les équipements à la demande. C'est déjà la fin de notre entrevue. Merci, Madame Aonon, d'avoir participé à Causons Affaires. Nous invitons tous les spectateurs, bien sûr, à vous suivre sur les médias sociaux et à acheter vos produits dans les différents points de vente. Nous mettrons les adresses sur nos médias sociaux, sur notre page Facebook. Pour la deuxième partie, nous aurons notre spécialiste. Ne manquez pas la suite. Nous sommes de retour au segment spécialiste de Causons Affaires et cette fois-ci, nous nous entretenons avec Mme Valérie Laffineur, qui est directrice service conseil et financement à PME Montréal Centre-Est. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, on va commencer. La question, en fait, je pense, pour débuter l'émission, c'est qu'est-ce qu'on entend par comment on définit une entreprise en croissance? Bien, une entreprise en croissance, peu importe le nombre d'années qu'elle a, c'est vraiment une entreprise dont le chiffre d'affaires est en augmentation. Le volume des ventes s'accroît de façon assez importante. On ne parle pas d'un plus 5% de ventes, mais ça pourrait être plus 15% ou 50% selon la rapidité de la croissance. OK. Juste une petite... Est-ce qu'on parle aussi, à ce moment-là, on parle au niveau des ventes, mais est-ce que forcément c'est une entreprise qui est rentable ou c'est pas nécessaire? Ben, idéalement, il faut qu'elle soit rentable parce que si les ventes se développent et puis que la rentabilité n'est pas au rendez-vous, ça veut dire qu'on va faire de plus en plus de pertes. Donc, ça va devenir problématique très rapidement. Donc, normalement, il doit effectivement y avoir une notion de rentabilité aussi. Okay. Valérie, souvent les entrepreneurs font face à une croissance très rapide, plus rapide que ce qu'ils peuvent gérer. Ça, c'est un défi commun à plusieurs entrepreneurs qu'on connaît. Quelles sont les questions qu'un entrepreneur devrait se poser quand il fait face à ce genre de défi?
Ben, en général, la meilleure solution, c'est d'essayer de planifier sa croissance, d'essayer de se dégager un peu du quotidien et puis de regarder le moyen terme, savoir où on veut s'en aller et puis comment atteindre cet objectif. Ça peut être un objectif de chiffre d'affaires, de nombre de ventes ou de marché à atteindre. Et vraiment de se poser la question, comment on va arriver là-bas? Qu'est-ce que c'est mon plan de match? De quoi j'ai besoin pour arriver à atteindre mon objectif. OK. Puis comment on planifie exactement? Est-ce qu'on va chercher de l'aide? Est-ce qu'on demande à un spécialiste de nous accompagner? Ou souvent… Ben, chaque entreprise est vraiment unique. Alors oui, c'est bien de s'entourer, d'aller chercher de l'aide, mais je pense que c'est vraiment aux gestionnaires de l'entreprise, aux dirigeants ou au groupe de dirigeants de se poser la question. C'est eux qui connaissent le mieux leur entreprise et de savoir… qu'est-ce qu'ils ont besoin de mettre en place pour vraiment optimiser leur croissance. Okay. Est-ce qu'il y a des stratégies spécifiques qu'un entrepreneur doit nécessairement connaître pour assurer la croissance de son entreprise? Mais oui, en fait, pour assurer la croissance de son entreprise, il faut vraiment être capable de vendre. Donc, il faut avoir une stratégie de vente pour atteindre son marché ou ses marchés. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Ce n'est pas seulement sur le papier qu'on se dit je veux faire plus 15% de vente. Il faut vraiment avoir un plan bien défini puis de savoir quel est le marché cible, où on s'en va et puis comment on va arriver. Est-ce qu'il va falloir plus de publicité? Est-ce que c'est des représentants qui vont aller démarcher des points de vente? Est-ce que ça va être des salons, des foires commerciales à l'étranger? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Okay. Si on parle financement, souvent les entrepreneurs, quand ils sont en croissance, ils ont besoin de plus d'argent. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre au niveau de recherche de financement quand on est en croissance? Ben, oui, il y a des erreurs à ne pas commettre en général. C'est déjà que… Il faut imaginer que la personne qui va vous prêter de l'argent, que ce soit un banquier ou une institution, elle va avoir ses propres critères pour décider de prêter de l'argent. Donc c'est important que l'entrepreneur sache comment son dossier va être analysé, qu'est-ce que le banquier va regarder, pourquoi il va lui prêter de l'argent et comment lui donner confiance. Il faut arriver à lui vendre le projet en lui disant pour que vraiment le bailleur de fonds soit convaincu qu'investir dans cette entreprise, c'est un bon choix. Okay. Également, pour obtenir du financement, c'est sûr qu'il faut avoir des états financiers qui se tiennent. Donc à jour, j'imagine, récent. À jour, il faut avoir des prévisions de vente, un prévisionnel et puis des prévisions de vente qui soient réalistes, pas juste des chiffres posés sur un papier. Il faut vraiment être capable d'expliquer comment on est arrivé à ces prévisions de vente. C'est sûr qu'avoir des états intérimaires ou avoir un tableau de bord, c'est toujours sécurisant pour la personne qui va prêter des fonds parce que ça permet d'être certain que l'entrepreneur il est vraiment à ses affaires et qu'il sait où il s'en va. Et puis également la structure du bilan, c'est très important. C'est vrai que tous les entrepreneurs ne sont pas des comptables ou des financiers, mais c'est bien d'avoir une conversation avec son comptable, de se faire expliquer qu'est-ce qui est important. Par exemple, avoir de l'équité, c'est toujours important. Il ne faut pas avoir trop de dettes, il faut être capable de pouvoir les rembourser. Mais ça, les entrepreneurs, ils ne sont pas toujours conscients de ça. Également, les banquiers attachent beaucoup d'importance quand même sur les garanties. Donc ça peut être des garanties personnelles ou des garanties qui vont être prises sur les actifs qui sont financés, mais ça également… Est-ce qu'il y a certains secteurs qui demandent plus de garanties ou peu importe? Non, pas nécessairement. Non, peu importe que ce soit pour des biens ou des services, c'est sûr que le banquier va toujours essayer de trouver des garanties pour sécuriser son investissement. Puis également, une erreur des entrepreneurs, c'est d'imaginer que le financement, ça va être un peu automatique. Oui, mais ce n'est pas du tout le cas, c'est plutôt un peu, pas un parcours du combattant, mais enfin, c'est quelque chose qui n'est pas facile à atteindre et qui prend du temps. C'est vrai. On parle de financement, mais je pense qu'il y a un élément aussi sur lequel aujourd'hui on doit aussi discuter brièvement, surtout lorsqu'on parle des entreprises qui sont dans des secteurs où est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence. Parfois, ils ont beaucoup de difficultés justement à se démarquer dans le marché. Donc, dans ce moment-là, on va parler de positionnement. Donc, brièvement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un positionnement, puis également aussi comment on atteint ce niveau de positionnement-là, puis comment le maintenir également? Le positionnement, c'est vraiment de savoir se poser la question pourquoi le client achète mon produit ou pourquoi je suis partie en affaires, qu'est-ce que j'ai mis sur le marché, qu'est-ce que c'était
ma valeur ajoutée, disons. Donc, ça peut être, admettons, quelqu'un qui fabrique des pantalons de yoga et puis qui les fait à partir de fibres faites en bouteilles d'eau recyclée. Ouais. Là, au moins, on se démarque du fabricant de... Ouais, voilà. Et puis, c'est important parce que d'avoir un positionnement, parce que le client, il va retenir le positionnement. Il va se dire, moi, j'achète ce pantalon parce qu'il est fait... avec des bouteilles recyclées. Il ne va pas aller dans une autre marque parce que lui, il a une conscience écologique. C'est ça qui va l'interpeller. Puis également, avoir un positionnement, ça va permettre d'aligner toute sa stratégie de mise en marché, sa stratégie de marketing, de communication, parce que ça va vraiment être l'axe. Et puis, le positionnement, c'est vraiment ce qui fait que le consommateur va se souvenir du produit ou du service et que quand il va être à la décision d'achat, il va aller vers votre produit, votre service parce que il y a vraiment un positionnement qui est clair. Ouais, c'est différent. Est-ce qu'il y a, en fait, est-ce que c'est plus facile lorsqu'on vend un produit d'avoir plus rapidement un positionnement versus quelqu'un qui est dans le domaine du service? Non, pas nécessairement, parce que dans le service aussi, quand on met un service sur le marché, c'est qu'on apporte quelque chose. On ne veut pas aller faire tout ce que les autres font. Donc, si on a décidé de créer un service, c'est parce qu'on avait vu une opportunité. Donc, le positionnement, il va se faire comme ça aussi. Naturellement, OK. On va peut-être terminer avec une question de retour au financement, parce que je pense que c'est important aussi. Quand on est en croissance, ce n'est pas le même financement qu'on a qu'une entreprise qui est en démarrage. Quel genre de financement on peut s'attendre à avoir ou obtenir pour une entreprise qui est en croissance? Mais normalement, une entreprise en croissance, l'accès au financement est plus facile parce que ça veut dire qu'on a quand même déjà fait ses preuves, qu'on a un historique, qu'on a été capable de démontrer que oui, on pouvait vendre nos produits ou nos services, qui avaient un intérêt, qu'on a ciblé un nouveau marché, admettons que ce soit à l'étranger ou dans une autre ville. Donc, les bailleurs de fonds vont être plus enclins à prêter des entreprises en croissance. OK, parce que ça a été vérifié, validé. Oui. OK, d'accord. C'est vraiment le problème pour les entrepreneurs en démarrage, c'est que s'ils n'ont pas fait beaucoup de tests de marché, c'est très difficile d'arriver à convaincre un banquier de lui prêter de l'argent pour cette raison. Donc, nécessairement, une entreprise qui est en croissance va être plus convaincante, si je peux dire? Oui, normalement, oui. Et puis, elle va être plus affûtée aussi. Elle est souvent déjà passée par des relations avec son banquier ou avec les organismes. Donc, elle va mieux connaître ce à quoi les interlocuteurs s'attendent. OK. Merci beaucoup, Valérie. Merci. C'est déjà tout pour notre émission aujourd'hui, Causons Affaires. Encore une fois, on souhaite que cette émission a su être édifiante et vous amener aussi de beaux conseils dans le développement de votre entreprise ou vous inspirer à entreprendre. Donc, vous pouvez continuer à nous suivre dans Causons Affaires sur Facebook, sur Instagram et également nous écrire par courriel à causonsaffaires@gmail.com.